Salut Maxime, Salut, comment tu vas? ça va? De la tech à l'improvisation, changer de vie par passion. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui te définit bien? Ouais, Qui définit bien ton parcours en tout dans cas? tous les cas, ça met en lumière, pas mal de changements et de virages qu'il y a eu dans ma vie, Mmh. et j'aime bien que ça soit mis en lumière par le côté passion. Bah ouais, Ouais. parce que si j'ai bien compris, l'improvisation, même si aujourd'hui ça fait partie de ton actualité, fortement, c'est quelque chose que tu as toujours fait finalement? Ouais, l'impro, ça fait plus de 15 ans que j'en fais, Ouais. et pour moi, avant d'être une, pratique, théâtrale, je pense que c'est, une école de vie. Mmh. C'est, l'impro, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses, sur l'acceptation, sur l'écoute, sur, la construction, en commun. Ouais. Pour moi, l'impro, il y a vraiment quelque chose de, une personne et une autre personne vont créer une troisième entité. Donc c'est un peu la définition de la synergie. Mmh. 1 + 1 = 3 Absolument. et hem et je pense que l'impro, c'est vraiment l'univers où cette magie se fait, quoi. Moi, aujourd'hui, quand je joue de l'impro, je suis, à peu près aussi excité que quand je vais, moi, regarder un spectacle. Mmh. C'est-à-dire que je vais être content, enfin, je suis curieux, excité de me dire quelle histoire on va créer. Ouais, donc l'adrénaline qui est déjà présente à l'idée de monter sur scène est renforcée finalement par la curiosité de Mmh. qu'est-ce qui va se passer ce soir. Mmh. Parce que tu fais un spectacle d'improvisation donc qui s'appelle Méchant, Mmh. Méchanteux. Ouais, C'est au méchant. public de. Écriture inclusive, méchant.e. Mhm. Et donc c'est au public de décider finalement dans ce genre de spectacle quelle va être l'histoire qu'on va leur raconter. Ouais, sans trop spoiler pour qu'il y ait quand même un intérêt. Après, c'est de l'impro, donc je crois que même en spoilant, on peut quand même venir le voir. On est 4 comédiens, et comédiennes. Et absolument tout est improvisé, c'est-à-dire que nous, on arrive sur le plateau, on fait ce qu'on appelle en impro une action qui suffit à elle-même. Donc c'est une petite action que tu peux faire, tout seul, quoi. Donc on fait chacun la sienne. Tu peux nous donner un exemple? Ouais, une action qui suffit à elle-même, c'est, genre repasser son linge, se laver les mains, faire à manger. Une action qui ne se suffit pas à elle-même, c'est par exemple, passer un coup de téléphone. Il y a besoin de quelqu'un en face pour répondre Je comprends. ou faire un tennis, c'est à plusieurs ou avoir une discussion ou serrer la main de quelqu'un, c'est des actions qui ne se suffisent pas elles-mêmes. Tu mets en place une situation initiale finalement. Voilà, chacun fait une action qui Chacun suffit, voilà, dans son chacun coin. chacun dans son coin. 2 s'en vont, 2 restent. Ça pareil, on décide pas qui reste, qui s'en va, c'est un peu au feeling et les 2 se connectent et commencent à créer une petite scène. Puis, après on rentre et pendant 20 minutes, on crée du lien, ce qu'on appelle en impro. On tisse des liens, on est le frère de machin, le truc, on met un espace, on met des liens, on met une plateforme. Et au bout de 20 minutes, le spectacle s'arrête. D'accord. C'est un spectacle de 20 minutes? Non, le spectacle, j'ai fait exprès de descendre la voix. Le spectacle s'arrête. Ah, c'est donc 20 minutes. C'est Non, le spectacle s'arrête et on sollicite le public à ce moment-là et uniquement à ce moment-là pour, leur demander dans l'histoire qu'ils sont en train de découvrir avec nous, Mmh. se cache un méchant, et d'après eux, c'est qui? Et D'accord. donc, il y a une sorte un peu d'applaudimètre de savoir qui va être le méchant ou la méchante. Et une fois que le méchant ou la méchante a été élu, l'histoire continue et en fait, on voit, ce méchant ou cette méchante se révéler, contaminer, l'univers et voilà. Pour nous, c'est important, ce spectacle parce que l'impro, bien qu'elle a tendance à évoluer vite et tant mieux, ça a été longtemps, rangé dans, un type de spectacle plutôt humoristique, assez léger, pas trop de jeux, où on était plus dans de la punch, de la vanne plutôt que de la construction théâtrale. Le fait d'aborder, la notion de méchant, ça nous oblige, nous, comédiens, à beaucoup plus ancrer les personnages qu'on joue et à jouer des situations, beaucoup plus, intenses, un peu comme on retrouve dans le théâtre, classique, on va dire, hein, quand on Mmh. prend les Tchekhov ou les Shakespeare ou quoi que ce soit, c'est toujours des gens qui sont un peu torturés et du coup, on veut mettre ça appliquer, on va dire la rigueur qu'on peut avoir au théâtre, l'appliquer en impro et aussi pour nous, c'est un moyen de dénoncer et c'est un moyen presque politique de dénoncer un peu la méchanceté de tous les jours. C'est-à-dire pas le grand méchant, de l'histoire, mais le grand méchant de toutes ces petites histoires de la vie. C'est un moyen de mettre un peu en lumière ça, de dénoncer ces choses-là et de les mettre dans un contexte, réel en fait, Mmh. d'histoire, d'histoire quoi.
De montrer que dans le quotidien, finalement, il y a beaucoup d'éléments de méchanceté ou en tout cas d'éléments négatifs qui arrivent et c'est bien de prendre le recul, de se dire: «Waouh, ça existe en fait» et il suffit d'une petite chose, plus une autre petite chose pour qu'éventuellement ça dégénère ou en tout cas, j'ai presque envie de dire, il y a pas de petite ou de grande méchanceté. Enfin, il y en a certainement, mais en tout cas, c'est pas parce qu'elle est petite qu'il faut l'ignorer et la laisser passer surtout. Donc c'est un peu un éveil du public qui se dit: «Waouh, on a dit qu'il était méchant et pourtant je me reconnais peut-être dans ce comportement ou alors j'ai vu ce genre de comportement, faisons attention». Mmh. C'est un peu à ça que sert le théâtre, on va dire d'une manière Oui, générale. À c'est éveiller, ça. ou en tout cas à repartir avec quelque chose en plus, quoi. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de pièces, de théâtre, on va dire, je sais pas si c'est classique, mais en tous les cas de théâtre, où on sort, on s'est pris une grosse claque. Parce que, Mmh. voilà, on a appris des choses, on a vu des choses sous un angle, différent et cetera. L'idée, c'est avec ce spectacle, c'est de faire pareil, mais en impro. OK. Donc voilà, le pari est risqué, l'enjeu est colossal, mais on est 4, comédiens et comédiennes à essayer, chaque soir de relever ce défi-là, avec des soirs, c'est de l'impro, qui sont, parfois plus traumatisants que d'autres, parfois, Pour vous, plus comédien aussi? ouais, pour nous aussi, nous, quand on finit ce spectacle, souvent on a voilà, quand au moment du salut, c'est on souffle, on se prend dans nos mains, on se regarde, et on a souvent, un mini bord plateau avec le public en expliquant que, voilà, c'est intense pour nous aussi. Mmh. On a parfois enfin voilà, quand on joue, on a des gens dans le public qui on entend des réactions, des machins, donc voilà, je pense que oui, en effet, il y a une dimension politique, déjà au théâtre de base Bien sûr. et là, je pense qu'on met les 2 pieds dedans à chaque fois, quoi. Et donc pour mettre en place cette action simple, tout le monde vient avec sa planche à repasser? Il y a beaucoup, beaucoup d'actions, qui suffisent à elles-mêmes, Ouais. mais ouais, parfois le petit stress, je pense que en tous les cas, moi, personnellement, je crois un des plus gros stress que j'ai par rapport à ce spectacle, c'est quelle va être mon action du début Ah et ouais. souvent, elle se décide, à peu près quand le rideau s'ouvre. J'entends les cliquetis du rideau, clic, 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 comme ça, je fais: allez, je repasse». On est donc sur de la spontanéité, totale, Ouais, mais ouais, ouais. c'est la meilleure certainement, enfin tu le sais mieux que nous, mais je veux dire la meilleure manière de faire naître ensuite de l'improvisation Ouais. en restant spontané. C'est spontané et c'est d'ailleurs aussi pour ça, que c'est aussi une bonne école de vie. Mmh. C'est suivre sa première idée, suivre son instinct, arrêter de se juger ou de juger les idées, les réponses qu'on peut avoir. S'il y a vraiment ce truc en impro, c'est tu prends la première idée que tu as eue et tu l'exploites. Si tu commences à faire le tri dans ta tête de genre: Non, je crois que je peux trouver quelque chose de mieux, je peux faire quelque chose de plus marquant, de plus» c'est fini, tu es dans ta tête et c'est perdu. Magnifique, très belle leçon. On y reviendra d'ailleurs, OK. si je pense que ça peut être, très intéressant. Donc on parle de parcours, enfin de parcours théâtral, rebondissant avec des événements, des choses qui changent, mais Maxime Cazard, tu es quelqu'un qui a un parcours rebondissant. Je vais essayer de te le résumer en quelques mots. Tu commences en étant plutôt un mauvais élève, d'après ce Mmh. que tu m'as dit. Tu termines quand même dans une école de commerce dans le sud. Tu te Ouais. rends compte que finalement, tu es capable d'être, bon élève. D'ailleurs, tu finis chez Google, tu es engagé chez eux et aujourd'hui tu es comédien, prof d'impro et coach en prise de parole, c'est bien ça? Ouais. J'ai pas, déformé, Non, d'éléments, non, 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 non. donc on peut dire quand même qu'il y a de la ouh, il y a du changement, quoi. Il y a du changement, ouais. Ouais, mais c'est des changements qui, tu dirais, globalement, ont été, quel est ton point de vue? Est-ce que c'est quelque chose qui a été nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait tout seul? Est-ce que c'est, J'allais dire pour certains d'entre eux, mais je pense qu'à peu près pour tous les changements que tu as cités, c'est des changements qui ont été assez disruptifs, ouais, sont arrivés vite, mais qui ont été d'un naturel chez moi qui ne m'a pas fait ressentir cette violence qu'on va souvent assimiler à l'image de disruptif, quoi. C'est des choses qui se sont, relativement imposées à moi, et qui m'ont semblé être, des décisions tout à fait rationnelles et tout à ouais. fait logiques par rapport Mmh. à ce que je traversais et oui, c'est vrai que avec le recul, mais même parfois en parlant, parfois des retours: «Mais alors, du coup, complètement quitter ça pour faire ça» et cetera. Oui, c'est vrai que Mmh. mis comme ça sur le papier, Ouais. c'est des gros virages et pourtant de l'intérieur, j'ai l'impression que c'est juste, bah, c'était à peu près ce qui était dessiné depuis le début, quoi. Tu Donc prends les choses avec, enfin voilà, tu as pris les choses à chaque fois de
avec le recul nécessaire et tu as fait les choses. Mais on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs parce que je pense qu'on va aborder à un moment donné dans ce podcast la question de la reconversion, même si je veux pas que ce soit le sujet central qui te Mmh. définisse, mais je pense qu'il y a peut-être dans les personnes qui nous écoutent des personnes qui se posent des questions Ouais. sur leur situation professionnelle ou d'ailleurs même indirectement sur où ils en sont en termes de sens dans leur quotidien, tu vois, ou dans quelles actions est-ce Mmh. qu'ils se reconnaissent véritablement. Je te poserai à un moment donné la question, ce sera plus tard, mais de est-ce qu'il vaut mieux faire un travail dans lequel on est bon ou alors faire un travail qu'on aime, tu vois? Il y a une subtilité qui est gigantesque finalement, une fois qu'elle se développe, surtout pour quelqu'un qui travaille depuis 20-25 ans dans la même carrière. Mais avant de se lancer dans ces débats-là, est-ce que tu pourrais nous dire tout simplement quel était ton métier avant et en quoi est-ce que ça consistait au quotidien? Ouais, j'étais, business developer OK. avec l'appellation, américaine évidemment. Non, mais en gros, j'étais commercial, à cheval entre commercial et marketing dans le tout ce qui était, ad tech. Donc nouvelles techniques de communication Mmh. qu'on appelle nouvelles, enfin voilà, maintenant c'est plus trop nouveau, mais en gros, mon métier consistait à, démarcher d'abord, enfin prospecter, démarcher des clients qui, de parce que je jugeais intéressant leur business et potentiellement je pouvais les aider, qui faisaient pas trop de communication digitale, Mmh. hem, d'identifier leurs besoins, d'identifier la stratégie qui pouvait leur être, bénéfique, me présenter à eux avec cette stratégie, les convaincre qu'il fallait suivre cette stratégie pour développer leur vente ou leur chiffre d'affaires ou leur notoriété, peu importe. Et on partait dans une sorte d'accompagnement plus ou moins long terme ensemble. Et moi, je travaillais de pair avec on va dire une personne qui est un peu avec une casquette un peu plus technique, Mmh. qui mettait en place un ensemble de campagnes et voilà. Moi, j'étais plus à la stratégie et j'avais toujours ce wingman, voilà, ce compagnon de route, qui lui mettait plus à exécution d'un point de vue vraiment purement technique, ces choses-là. Tu arrives avec comment dire? Une solution, en tout cas une Ouais. problématique dans un domaine marketing ou en tout cas Ouais. digital, en lien avec la communication. Et à ce moment-là, dans ce métier de l'époque, tu dirais que le côté artistique ou improvisation, si jamais il y en avait déjà, représente quel pourcentage? Enfin, est-ce que c'est présent dans ta vie? Est-ce que Ouais. c'est quelque chose que tu fais le week-end? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses le soir? Alors c'est, Ça l'improvisation, je la pratiquais du coup, au moins une fois par semaine. ouais. Du coup, depuis pas mal de temps, hein, Mmh. et donc à ce moment-là aussi et dans mon métier, en tant que commercial, heu, ouais, j'avais souvent besoin enfin, on va dire que j'avais un peu le bagou pour leur parler, j'arrivais à trouver les arguments nécessaires parfois dans des discussions un peu Mmh. bloquées. J'ai eu aussi plein d'échecs, hein, en tant que commercial, mais on va dire que oui, ça m'aidait, déjà à m'exprimer, à être, un peu plus, à l'aise à l'oral déjà, savoir enchaîner deux trois mots et pour faire une phrase et mine de rien, ça peut aider. Puis les mots peuvent avoir un impact, fort en Ouais. fonction duquel tu utilises, duquel tu as utilisé avant ou après. Mmh mh. On travaille dans des métiers où le mot a une place centrale, même s'il n'est pas exactement au centre. En tout cas, ça dépend des visions et de comment chacun Mmh. veut pratiquer, les arts de la scène. En tout cas, on sait à quel point un mot dit d'une certaine manière peut avoir un impact, Ouais. noir ou blanc sur la personne qui est en face. Donc effectivement, déjà à l'époque, finalement, tu faisais appel à des compétences on va dire d'élocution, oui, mais surtout de réflexion sur, comment bien communiquer à mon client des solutions dont il avait besoin, Ouais. finalement. On est bien d'accord que c'était entre guillemets «d'intérêt public» ou en tout cas dans un intérêt, entrepreneurial. Voilà. Bien sûr, c'est Et normal. il y a l'élocution, il y a le verbal, il y a la parole, Mmh. et j'en parlais il y a pas très longtemps avec une amie. Il y a aussi, psychologiquement identifier la personne à qui tu parles et ses besoins et on parlait de masque justement, avoir heu, comprendre, qui est la assez rapidement, qui est la personne en face de toi, quel, persona, quel stéréotype tu as en face Ouais, de bien toi sûr, ouais. et quel stéréotype ou persona tu vas pouvoir adopter plutôt, adopter, pour, faire en sorte qu'on t'écoute plus ou qu'on ait, confiance et cetera et ça, c'est une chose aussi, je pense que tu apprends en impro. C'est pas spécialement propre à l'impro, mais je pense que c'est propre à l'expérience et quand tu es commercial et que tu fais pas d'impro, tu vas avoir besoin, j'en sais rien moi,
de 10 ans d'expérience Mmh. pour maîtriser ce truc-là. C'est Ouais. vraiment un chiffre que je dis au pif, Bien hein. sûr, oui, oui. Avec l'impro, vu que tu vis plein d'autres situations, tu rajoutes en fait des tranches de vie qui ne sont pas vraiment réelles, mais des tranches de vie que tu vas jouer, que tu vas vivre en tant que comédien. Tu vas apprendre plus vite, tu vas avoir une expérience un peu condensée. Ouais. Et donc, du coup, oui, c'est vrai qu'au travers de l'impro, j'avais déjà vécu des scènes, j'avais déjà dû apprendre à rassurer quelqu'un. Mmh. On parle par exemple de statut, à comprendre quand tu as un statut haut ou un statut bas dans une relation, comprendre Et ce oui. que ça fait une poignée de main, Eh ou bah, ce que oui. ça fait une main sur l'épaule, ou ce que ça fait un petit surnom, ou parfois, moi c'était un peu ma technique, c'était très rapidement détendre l'atmosphère, Mmh. pas en disant des gros mots, mais en ayant un vocabulaire, on va dire, beaucoup plus populaire qu'arrivé. J'ai jamais mis de costard de ma vie, j'ai Mmh. jamais. Enfin voilà, bon après il y a aussi un peu l'ADN Google derrière Oui, bien d'être sûr. hyper chill et machin, Mmh. mais voilà, oui, il y a le verbal, mais il y a aussi une casquette psychologique, je pense, Bien sûr, qui, hyper qui, venait, qui importante. venait aider. Et en fait, ouais, sur un coup de tête, j'ai passé ce qui s'appelle le concours de la classe libre à Florent. Mmh. Et je me suis dit, comme ça, en attendant, je débloque avec ma boîte un truc sur un an. Et donc, je suis allé voir ma boîte, un peu les fesses serrées, et je me suis dit, ok, je leur ai dit, écoutez, ça va pas bien dans le secteur aujourd'hui, donc je sais que vous avez besoin de moi. Là, j'avais mes collègues qui se cassaient, qui machin, c'était des recrutements, on accueillait des gens, des nouveaux, c'était le nouveau directeur machin, il restait 2 mois, il se cassait, enfin Ouais. bref, c'était Ouais. vraiment une situation pas très agréable. Et je leur ai dit, ok, moi je reste pendant un an. Je vous promets d'être là pendant un an. Alors que vraiment les gens se barraient jour au jour, quoi. Tu vois, au jour le jour, on avait des nouveaux départs. Je reste pendant un an. Pendant ces un an, moi j'étais hyper transparent avec eux, et eux ils invitaient à l'être aussi. Donc c'était pour ça, humainement, la boîte était vraiment cool. Mmh. Mais je leur ai dit, je reste pendant un an. Je taffe pendant un an. Moi le soir, je fais mes cours du soir à Florent pendant un an, ma première année. Et comme ça, après, bah, rupture co. J'ai mon chômage pendant 2 ans et je fais deuxième et troisième année de Florent. Et ils m'ont dit, ok. Donc Pas je mal. suis, voilà. C'est donc une transition que tu as quand même préparée. Bah, c'est passé d'une envie de changer de boîte à une envie de changer de vie, je pense, Mmh. sur Tu cette. t'es projeté en te disant que, peu importe la boîte dans laquelle tu allais aller après, pour faire ce Exactement, là job-là. tu viens de mettre le doigt dessus. OK. C'est que quand je réfléchissais à quel job j'allais faire, Ouais. je me disais: «Mais en fait, que je fasse ça ici ou que je fasse ça pour une marque, telle autre marque ou telle autre boîte, c'est pareil en fait». Mmh. J'en ai marre de faire, gagner de l'argent à des boîtes, j'en ai marre de faire gagner, enfin, en notoriété des boîtes, je m'en fous en fait. Je suis déjà de base quelqu'un qui est, je travaillais dans le marketing et j'ai jamais eu de télé, j'ai jamais écouté la radio, je m'habille, je connais même pas les marques. Enfin, tu vois, je m'en suis toujours un peu foutu de ça. Je suis assez peu dépensier par radin, mais pas dépensier. Enfin, tu vois, c'est un Ouais. truc. Moi, mon salaire, je l'utilise pour me loger, mais voilà, j'achète rien. Enfin, tu vois, donc j'étais vraiment un peu un ovni aussi dans ce truc-là aujourd'hui avec le recul, tu vois. Mais oui, t'as mis le doigt dessus, quoi. Il y a vraiment ce truc où quand je me projetais dans d'autres boîtes, je disais: «OK», en plus la petite excitation de dire: «OK, bah, là, il y a une offre qui correspond au truc», puis tu sais, tu laisses, une nuit dessus, de reposer une nuit, et le lendemain, tu te réveilles, tu dis: «En fait, Mmh. ça Il y a soit un la même sentiment. merde, c'est la même merde là que là-bas, quoi». Ouais, il y a un sentiment à l'intérieur qui est vraiment difficile à décrire, mais où tu sais pertinemment que c'est pas dans cette direction que tu dois aller, Ouais, quoi. ouais. Et Et ce qui m'a conforté aussi, comme je te disais, en fait, il y avait ce truc de vouloir changer de métier et à la fois de vouloir changer de vie, et je me suis dit: «Si je vais dans le théâtre». J'ai jamais fait Florent en me disant: «Je veux être comédien» ou «Je veux être metteur en scène». ouais, Je me suis dit déjà: «Je veux juste kiffer ma vie, en fait». Je veux ouais, juste, ouais. me lever le matin et me dire, «OK, c'est cool ce que je vais faire». Mmh. Et je me suis dit surtout, et là, un côté un peu pragmatique, et on va dire c'est un peu monde de l'entreprise, je vais découvrir plein de métiers que je connais pas. Absolument. Et juste ça va m'ouvrir tellement de nouvelles options, Mmh. et je l'ai fait. C'est ça le leitmotiv, c'est ça qui m'a fait tenir et c'est ça qui m'a fait passer le cap, c'est de me dire: «Au pire, je fais ça, et quitte à faire un métier commercial, mais je le ferai peut-être juste dans le théâtre. Peut-être, être commercial, mais pour, enfin faire ce que je faisais, mais pour Billets Réducs, Bien si je sûr. veux rester dans purement la tech, Mmh. ou être, tu vois, programmateur, enfin vendeur un peu de spectacles ou de trucs comme ça. Enfin, quitte à être commercial, autant le faire dans un autre domaine que pour le moment je connais pas. Et je me suis dit: «Je vais juste m'ouvrir des voies comme ça, je vais Mmh. juste m'ouvrir des options».
Et je l'ai fait et en fait, bah, j'ai kiffé, mettre en scène, j'ai kiffé être acteur et et donc du coup, pour le moment, c'est ça qui reste et tant que je m'éclate là-dedans, ça reste. Mais j'ai toujours la partie qui est pas très rassurée, pas très confiante en moi, elle se rattache à des choses assez pragmatiques qui est juste de dire: «Bah, si demain je dois faire un métier, OK, mais je ferai un métier un peu, comment on dit déjà? Un métier, alimentaire, quitte à faire un métier alimentaire, bah, je le ferai peut-être déjà dans un secteur, que j'aime un peu plus». Bien sûr. Et voilà et en fait, du coup, j'avance dans l'inconnu, mais en étant toujours rassuré, d'un plan B, quoi. Tu dirais que tu as eu, quand même un déclic vers un je sais pas si c'est un mot qui est, beaucoup utilisé et déformé, mais tu dirais que tu as quand même eu un espèce d'appel à quelque chose qui avait plus de sens pour toi? Professionnellement, hein, je veux dire. Ouais, j'essaie de pas enjoliver le truc, encore une fois, même pour, tu vois, les personnes qui écouteront et cetera, parce que je suis pas sûr d'avoir eu cet appel, tu vois? Enfin, il y a un truc un peu de conte de fées, tu vois? Et je sais pas s'il y a eu cette magie-là et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'attendre cette magie-là pour le faire. C'est plus pour ça que je veux pas me dire: «Oui, j'ai eu un appel Ouais, et c'était, une évidence pour moi». Il y a vraiment un truc où j'y suis allé. Tu sais, vraiment comme quand tu as peur, tu rentres, quand tu étais petit, que tu rentres dans une pièce, tu pousses la porte, mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Mais il y a toujours un truc qui te dit: «OK, OK, vas-y, de toute façon, je regarde cette pièce, je la connais. Cette ouais, pièce, je la connais, il y a rien qui me va, bah, j'ouvre, ouais. je sais pas sur quoi je vais tomber». Mmh. Donc il y a eu un appel, oui, mais pas d'épiphanie, Ouais. pas de trucs de contes de Mmh fées, de mh, mmh. Disney, de genre: «C'est ma vocation et je veux faire ça». Et donc ouais, il y a eu toujours un truc un peu de contrôlé et c'est pour ça, je pense que ça, c'est important de le dire, de pas attendre ce moment-là et pas spécialement chercher ce truc-là, mais juste peut-être le goût du nouveau et le goût de l'inconnu, un peu plus, quoi. Bah, je te remercie de parler de ça parce que justement, c'était une de mes Ouais. questions. S'il y avait, chez toi des parce que faire une reconversion, c'est quelque chose, avoir le sentiment qu'on a besoin d'en faire une, c'est autre chose Mmh. et c'est pas forcément quelque chose de facilement définissable Ouais. et c'est pas non plus quelque chose de facile qu'on intègre facilement dans un train de vie. Toi, tu l'as fait d'une manière vraiment très ordonnée, très bien. C'est-à-dire Mmh. que tu prenais des cours du soir tout en restant dans ton travail et tu avais déjà anticipé pour tes 2 et troisième années, Mmh. d'études que tu allais pouvoir continuer à toucher le chômage. Donc Ouais, on vit avec un système qui nous permet de faire ça. et tant mieux. C'est brillant, tu as bien fait de le faire, mais quel conseil, par exemple, tu donnes enfin, pas quel conseil, mais en tout cas, quels symptômes tu avais, toi, dans ton quotidien qui, avec le recul, te permettent de dire: «Ouais, là, j'étais clairement dans un état où, il fallait que je passe à autre chose». Est-ce que c'était Mmh. la sensation est-ce que, voilà, est-ce qu'il y avait de la peur quand tu allais au Je pense travail? Est-ce que c'était une que perte de sens dans ce que tu faisais? De la enfin, est-ce que c'est une question de fierté? Je pense que c'est différent pour chacun, mais pour toi? ouais, je pense que j'étais malheureux. Ouais, je pense hem, ouais, je pense que j'étais malheureux, pas déprimé, pas à pleurer, mais juste, j'étais triste au fond de moi, quoi. J'étais une sorte de coquille qui s'asséchait petit à petit Mmh. et qui perdait goût à la vie, aux choses qu'elle faisait. Enfin, hem, je pense que dans notre société, on a tendance à oublier, qu'on est des entités, vivantes, quoi, qu'on est animé de désir et qu'on est, animé de peur, de crainte et que, heu le système dans lequel on vit et qui est un système un peu qui se mord la queue, on est obligé de vivre un peu dans ce système et avec ce système-là pour continuer à vivre. C'est de trouver un métier pour gagner de l'argent, quelque chose de sécurité. J'entends souvent cette notion de sécurité. Bien sûr. Heu, Ça, il y a un truc, par exemple, dans ma personnalité, à un moment, qui a clairement dit: «Je boufferai des patates, quoi». Et si je suis vraiment en galère de thunes et ben, à ce moment-là, je considérerais la notion de travail alimentaire. Donc je suis certain que je suis privilégié dans un sens où, où peut-être que des gens qui vivent déjà, en mangeant que des patates, n'ont pas n'ont pas, on va dire, cette marge de sécurité donc oui, je pense pas que, je pense pas que ça soit qu'une question de volonté et d'un autre côté, je pense pas qu'il faut se cacher derrière, enfin se cacher, trop se laisser retenir par des notions
matériel, Mmh. j'ai un peu tendance à dire qu'on trouve un peu toujours des solutions. Ouais. Après, encore une fois, peut-être parce que j'ai jamais pas trop confronté à des situations de Mmh. difficulté, quoi. Mmh. Mais, Mais tu avais fort bien anticipé les choses entre guillemets quand même? ouais, et comme tu l'as dit, parce que j'avais la chance, parce que Mmh. j'étais en parce que, j'ai pu faire une école de commerce, j'ai pu avoir un beau métier dans une bonne boîte, Mmh. parce que, j'avais un peu d'argent de côté, donc ça me rassurait, je Ouais. me dis: «La personne, qui nous écoute et qui a pas tout ça», Mmh. et j'ai envie de dire, et c'est très bien quand même, enfin, je veux dire, et heureuse, et c'est sûrement, elle qui sera même, encore, meilleure, comédienne, ou comédien que n'importe qui, mais, heu c'est triste en fait, sur, je me dis sur mon lit de mort, c'est triste de se dire: «J'ai pas pu faire ce que je veux parce qu'il fallait que je gagne de l'argent». C'est très juste. Mais du coup, je vais enchaîner avec, la question que je te posais que je t'ai introduit tout à l'heure, qui est la notion de faire un travail dans lequel on est bon ou faire un travail qu'on aime. J'aimerais juste revenir là-dessus avant, peut-être qu'on dérive sur autre chose. C'est quand même fou la place que prend le monde professionnel aujourd'hui dans notre société ou dans nos vies, hem et justement pour faire le point avec ce que tu me demandes, si ce qu'on aime faire, c'est notre métier, j'ai envie de dire, c'est même plus un métier, c'est même plus une vie professionnelle. Absolument. Moi, ce qui me sidère, c'est en fait, j'ai beaucoup utilisé ce mot-là au moment un peu de ma transition, c'était l'aliénation. L'aliénation. C'est Mmh. vraiment ce truc quand tu parles de la quand tu et tu mets le doigt dessus et tu me réouvres les yeux sur cette situation-là, mais la la place que prend le monde professionnel dans le pour les gens qui, on va dire, vivent pas spécialement de leur passion, Mmh. heu, mais c'est, en fait, c'est affreux. C'est c'est 50, 60, 70 de leur vie Mmh. de éveillés, quoi, on enlève Ouais. les nuits, mais Mmh. ils passent des journées entières au taf, une vie entière, et 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 oui, il faut gagner sa croûte, et c'est ce que je disais, je vous jette pas la pierre, Pierre. Je juste, je c'est, hem, je c'est pas pour c'est pas pour critiquer les gens qui font ça, parce que souvent on n'a pas le choix, Bien sûr. mais c'est juste critiquer, plus la société dans laquelle on vit, et je n'ai pas de baguette magique et je ne sais pas ce qu'il faudrait, Mmh. mais voilà, je sais qu'il y a un système qui se mord la queue, et que juste, en fait, c'est de l'aliénation. C'est que on arrive à se convaincre, je dis «on», moi, que travailler, c'est important pour vivre, et que on en vient du coup à faire des métiers, horribles, et qui nous dégradent, Mmh. et je me dis: «Mais oui, si j'avais su, sur mon lit de mort, si j'avais su et que j'ai bossé dans cette boîte, derrière ce bureau toute ma vie, il y a un truc, c'est horrible», et moi, ce qui m'a fait très peur aussi, c'est justement chez Google, c'est avoir ce truc un peu secte, tu vois? Un truc un peu genre, le métier que tu fais, en fait, c'est ta passion. Moi, il y a combien de fois en entretien ou devant des clients, j'ai dit: «Ouais, je suis passionné de marketing digital», mais mon cul, enfin, qui est passionné de marketing digital? Enfin, Tu dans une phase d'auto-persuasion ouais, pour puis, tenir et presque. parce que c'est ce que j'aimais bien faire, et parce que j'étais pas trop mauvais pour ça, donc je me disais: «Oui, même moi, ça me rassurait de me dire: "Je suis passionné de marketing digital", mais qu'elles crèvent ces boîtes, Avec le enfin, recul, voilà, tu mais te dis: oui, «C'était pas le cas». genre aujourd'hui, je fais un métier où putain, mais j'ai tous mes sens qui sont à table, quoi, tout le temps, Mmh. je compte pas mes heures, je suis constamment, épuisé physiquement et mentalement, mais de la bonne fatigue. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. je sens que je donne tout, et j'ai jamais ressenti ça dans un métier, poubelle, tu vois? Dans un métier alimentaire, et je pense que c'est ça. Je pense que j'ai fait le choix à un moment de dire, et c'est ouais, je pense que c'est ça. J'ai fait le choix à un moment de dire: «Ma vie professionnelle va prendre moins de place dans ma vie». Hem Et c'est ce choix-là que j'ai fait. Avant de vouloir changer de carrière ou quoi, c'est que j'ai Mmh. décidé que ma vie professionnelle prendrait moins de place dans ma vie. Mais tu sais, il y a un truc aussi, c'est que, par exemple, tu as cité d'autres métiers avant, tu dis, «Qui peut être passionné par le marketing digital?» Alors effectivement, c'est Pardon pas pour les passionnés de digital marketing. on les salue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut ne pas forcément être en accord avec le métier qu'on a. Parce qu'il y en a des passionnés de décoration et cetera, enfin, de tous les domaines et je sais que de toute manière, tu le penses, aussi fort que moi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de s'accorder, en fait, avec ce qu'on décide de faire au quotidien. On travaille dans le domaine du spectacle vivant. On sait, toi et moi, que compter ses heures, ce serait idiot parce qu'en fait, c'est un le modèle sur lequel, ça repose fait qu'on est obligé d'être en permanence en alerte et sur le qui-vive. Mais
Parfois pour le meilleur, en fait, parce que se rendre disponible pour saisir la nouvelle opportunité, se rendre disponible pour préparer le nouveau spectacle, le nouveau rôle, pour, rencontrer tel ou tel metteur en scène qui, demain, va t'emmener sur une expérience professionnelle qui dure 3 ans. Si tu décides de le faire 35 heures par semaine, ça va coincer, en fait. C'est-à-dire que on n'a pas la sensation de travailler presque, même si c'est du travail, mais il y a cette espèce de, on sent qu'on est au bon endroit, qu'on fait quelque chose qu'on aime, qui met tous nos sens à table, comme tu l'as très bien dit, et ça nous, ouais, ça fait que finalement, on peut en faire 3 fois plus, quoi. Parce que d'un coup, il y a tellement de retours positifs, même si c'est dur, même si c'est stressant, il y a un peu du bon stress Ouais. aussi. Le fait de s'accorder avec ce qu'on décide de faire et d'y trouver, tout ce qu'il nous faut à l'intérieur, ça nous donne cette espèce de, liberté d'avoir la sensation de moins travailler justement, de moins être dans et de moins être sous la contrainte. Même si on se contraint mentalement et physiquement, on est bien d'accord. Je crois que Confucius disait: «Faites un travail que vous aimez, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie». Alors je pense, bon, je ne sais pas si c'est exactement de lui, mais enfin en tout cas, on en est un peu là. Beh, Tu complètement. finis par faire un ce qu'on appelle un métier passion, tu dirais? J'ai oui, je sais pas, cette étiquette, je l'entends depuis quelques années, Ouais. mais oui, mais tu vois, Non, on par l'enlève. exemple, tu Voilà, elle non, n'existe non, mais plus. tu par exemple, tu disais, oui, tu mettais à un moment, dans ce que tu viens de dire, en parallèle, une charge de travail et un objectif, on va dire presque, concret, tacite, qui va parler aux gens qui sont justement dans le monde de l'entreprise. OK, je passe des heures parce que peut-être j'ai, tel producteur ou tel metteur en scène qui va me voir, qui va machin, mais il y a aussi, en fait, il faut pas se il faut je pense qu'il faut pas se leurrer, heu notre cerveau est en constante, tu vois, activité, Mmh. et quand je travaillais chez Google, bah, ou chez Vectory ou machin, j'avais mon cerveau qui continuait à penser aux choses que j'avais fait dans la journée. Hem, Là, moi, je parle même juste sans mettre en parallèle quel va être l'objectif peut-être, notable et concret. Juste me dire, en fait, aujourd'hui, mes pensées, mon énergie, elle va vers la pratique théâtrale, Mmh. et j'en parle souvent avec mes potes d'ailleurs, que je vois beaucoup moins maintenant, que quand je bossais chez Google, parce qu'en fait, j'ai des horaires de fou, enfin, j'ai plus de week-end, j'ai plus de machin. Mmh. Mais à chaque fois, je leur dis: «Ouais, j'ai beaucoup de boulot en ce moment», et presque à chaque fois, je dis: «Enfin, du boulot, enfin, je fais des répètes, quoi». Et tu vois, il y a vraiment ce truc où je me dis, «Mais ah oui, c'est du boulot, oui, il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue mentale, tu donnes beaucoup, mais oh putain, on fait des répètes, quoi». Enfin, pour avoir connu le monde où tu es derrière un ordi à vendre des solutions digitales à un Carrefour qui s'en fout, ouais, là, en fait, là, j'avais le sentiment que je bossais. Là, Ouais. j'avais le sentiment que je trimais, et encore, voilà, là, je pense encore une fois, très privilégié, même avec ce métier-là, comparé à d'autres métiers qui sont beaucoup plus, contraignants. Mais alors qu'aujourd'hui, j'ai juste plus cette sensation de travailler. J'ai une Oui, je fournis beaucoup d'efforts, oui, je travaille dans un sens, on va dire plus, philosophique du terme, quoi. Je mets, je m'efforce à la tâche. Je ne travaille plus, je m'efforce à la tâche, ouais. Mmh. Mais et j'ai même décorrélé un peu maintenant pour du métier que je fais, enfin du temps que je passe dans mes journées à un potentiel objectif. Parce que ça aussi, on le sait, en tant que comédien, tu peux vite bader si tu commences à chaque fois, te dire: «OK, je fais cette répète parce que peut-être dans la salle, il y aura quelqu'un qui est». Bon, après tu vis Ouais, de ouais. tu vis d'espoir, heu, un peu tendre, quoi. Mais, non, aujourd'hui, je considère plus que je travaille. Je passe beaucoup de temps, mais du coup, je pense qu'elle est là aussi la différence, même moi, psychologique dans mon Mmh. dans mon quotidien, quoi. Je suis heureux, quoi, en fait. C'est magnifique, c'est magnifique et concrètement, du coup, en quelques mots, ton activité aujourd'hui artistique, elle s'étale entre guillemets dans quel domaine? De quoi est composée, ton activité artistique en ce moment, par exemple? Hem, En gros, je fais des répètes pour des pièces, on va dire un peu, je dis classique plus par opposition au théâtre, plus que par le style, classique, Oui, d'accord. théâtral. Mmh. Mais on va dire, je suis comédien, dans des pièces, donc j'ai des répètes pour ça. Heu, j'ai des répètes aussi pour l'impro. Je prends des cours, enfin je suis dans des groupes de travail d'impro, et cetera, et je prends des cours, on peut dire ça. Heu, je donne des cours Mmh. d'impro, je donne des cours aussi, d'art dramatique ou d'éveil, culturel, on va dire, parce que c'est plus pour des enfants, donc donner des
cours d'art dramatique à des enfants de 8 ans, je pense que c'est surtout c'est de l'éveil culturel. En vrai, ils travaillent des petits bouts de texte, des machins, donc oui, c'est du Oui, ça théâtre. serait dire qu'on fait de l'architecture avec des Lego. Oui, voilà, et Techniquement, c'est voilà. possible, mais Mais remettons, voilà, la c'est vache, ça, dans son étable. au milieu du Cette village. expression n'existe pas, mais je crois que c'est le clocher au milieu du Oui, village. mais la vache dans son étable marche du coup parfaitement. Allez, on la dépose Heu dès demain. On dépose le brevet. Du coup, oui, je donne des cours, je prends des cours, je suis comédien, donc je fais des répètes. Donc concrètement, tu travailles dans le domaine de l'improvisation, dans le domaine de la voix, sur scène, mais tu travailles aussi en tant que metteur en scène. Donc, ça fait combien de temps que tu as pas entendu le mot routine, par exemple? Ou que tu ne Ah t'es pas ouais, dit: «Je suis dans une routine», ou tu t'es dit: «Ce que je fais m'ennuie un peu en termes de». ouais, non, alors parfois, j'ai vraiment le sentiment de me prendre des rouleaux compresseurs dans la tronche, mais routine, non. Je me rappelle d'une fois et je pense que c'est bien aussi de donner tout le décor, mais je me rappelle une fois sortir de chez moi, j'étais accompagné et la rue était déserte, mais Ouais, déserte, et je me retourne vers cette personne, je lui dis: «Mais il y a personne dans la rue?» ouais. Elle me dit: «Mais on est dimanche». Et j'ai pleuré. Vraiment, je me suis dit, j'étais tellement à bout, Ah ouais, de je sais, fatigue. ouais, je savais même plus quel jour on était. Quand elle m'a dit: «On est dimanche», je me suis dit: «Mais alors attends, en fait, là, on s'est levé à enfin, on va à l'autre bout de Paris pour faire une répète à 9 heures du mat, un dimanche, et parce que c'est pas parce qu'on kiffe le dimanche et qu'on avait fait un brunch, c'est juste parce que, bah, absolument tous les autres jours de la semaine, j'étais rempli de 9 heures à 22 heures et que du coup, c'était à peu près le seul créneau qui restait pour faire le truc.» Et là, je me suis dit: «Putain», mais j mais même là, je me sentais pas malheureux, comme j'allais au taf en traînant des pâtes, tu vois? C'était pas des C'est larmes juste, de ouais, c'était juste des: «Putain, je suis à les bout nerfs. de fatigue». Oui, c'est ça, c'est des nerfs, mais c'est pas, mais je suis quand même 10 fois mieux dans ma peau, là, un dimanche matin à 9 heures dans la rue en train de chialer de fatigue qu'à 15 heures derrière un bureau en train de vendre des solutions digitales à un couillon de client qui a des milliers d'euros et qui veut pas m'en lâcher 1000, enculé. Donc je pense qu'à l'époque, du coup, quand tu étais, dans ces boîtes-là, il y a des choses auxquelles tu faisais attention, bah, les chiffres, peut-être, par exemple, le salaire aussi qu'on te promettait, ça devait être des paramètres importants, à quel point tu étais, efficace et cetera. Mais je pense qu'aujourd'hui, ton attention, elle a dû totalement shifter, je pense. Ou en tout cas totalement shifter, elle a dû évoluer, changer. Mmh. Tu dirais que tu es passé de quelles étaient à l'époque tes priorités et qu'est-ce qu'elles sont devenues, aujourd'hui? Ou si pas tes priorités, en tout cas, les choses auxquelles tu faisais attention dans ton Mes quotidien. KPI. Ouais, voilà, tes indicateurs clés de performance. Hem, j'ai jamais été quelqu'un de très porté sur la thune aussi. Donc le salaire, on va dire, une fois que j'avais coché la case de «ça va, je peux vivre», on va dire que je crois que j'ai jamais vraiment demandé d'augmentation ou comme ça, ou si je l'ai fait une fois, c'est parce que d'autres l'avaient fait et que je me suis dit: «Bah, vas-y, moi aussi». Pourquoi pas moi? Mais une fois que j'avais coché cette case de «OK, c'est bon, j'ai un salaire suffisant pour vivre», choses ont fait que, bon, bah, chez Google, je gagnais du coup plutôt bien ma vie, même au-dessus de toute façon ce que je pouvais dépenser ou quoi. Donc c'était clairement plus trop un souci, mais c'était plus un souci parce que, bah, je l'avais. Donc si on Bien l'a sûr. pas, c'est clairement un souci. Encore une fois, et c'est pour ça que je me considère privilégié dans l'équation. Hem, mais je pense que ta question, elle met le doigt sur un truc, c'est que je crois que dans ma vie d'avant, j'avais pas trop d'objectifs de vie. Tu vois, justement, j'ai pas trop de KPI, si ce n'est ces trucs un peu financiers ou quoi. Et vu que j'ai jamais été très dépensier, je sais que par exemple pour d'autres, c'était bah, avoir assez d'argent pour commencer à investir dans la pierre, ou commencer à vouloir fonder une famille ou pouvoir se payer les derniers trucs, les machins. Moi, j'étais pas trop dépensier. Bon, bah, j'avais de l'argent, je le dépensais pas spécialement. Je n'avais pas spécialement d'objectif d'acheter une maison ou quoi, ou un machin. Heu, alors qu'aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup plus d'objectifs et qui sont divers et variés et qui sont très facilement atteignables si juste je me sors un peu les doigts du cul, et d'autres qui sont, mais genre, tout simplement impossibles. Il faudrait, tu vois, alors la main du destin qui vienne me prendre pour ça. Mais justement aujourd'hui, j'ai plein de petits objectifs, plein de petites, je sais pas, de petits trucs que je peux aller choper quand je veux, quand j'ai besoin. Et plein d'endroits de réconfort, en fait, plein d'endroits de kiff, genre une simple répète.
heu, peut être un truc que j'attends et un truc que j'ai envie de faire cette répète, Mmh. j'ai envie de faire ce podcast ou j'ai envie, enfin, c'est tout con, mais tu vois, ce podcast, bah, j'y pense depuis quelques semaines, enfin, tu vois, depuis qu'on s'est eu et je me suis dit: «Tiens, ça va être drôle, ça va être, marrant, enfin, ça va être, surprenant», il y a un peu une partie de moi qui se tressouille un peu et en fait, bah, juste, je vis, quoi. Ouais, bien Depuis sûr. tout ce temps, l'idée de ce podcast me fait vivre à l'échelle de ce podcast. Il y a d'autres Bien trucs, tu sûr. vois, dans ma vie en parallèle, mais juste quand j'y pense, tac, ça rajoute un petit piment, un petit truc. Et je pense pas avoir vraiment ressenti ça. Peut-être que je l'avais à ce moment-là, mais en tous les cas, avec le recul, c'était probablement pas aussi important que ce que je ressens aujourd'hui, quoi. Tu dirais qu'il y a un pétillement qui s'est Ouais, installé, ouais, si grave. on peut utiliser Oui, ce c'est un ce mot-là? très beau mot. Ouais, c'est ça, ouais. Magali, par exemple, que tu connais, qui fait Ouais. partie de notre équipe, hein, je suis pas tout seul à préparer le podcast. J'ai une équipe brillante derrière moi qui m'aide à Mmh. préparer ces épisodes au quotidien. Elles sont là aujourd'hui, on les remercie. Magali, qui fait partie des personnes qui préparent cet épisode avec moi et donc que tu connais, t'a demandé vraisemblablement un jour: «Si tu gagnes au loto, tu ferais quoi?» Et tu lui aurais répondu: «Je ferais exactement ce que je fais maintenant». Ouais. C'est vrai ça? Ouais, je crois, ouais. C'est une sacrée victoire. Enfin une victoire. Pour la Française des Jeux? La Française des Jeux, je pense, ne n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire, mais d'ailleurs, ils ont plutôt perdu parce que tu ne vas pas jouer au Oui, loto, oui, c'est ça, puisque mais c'est ça qui est intéressant. ouais, 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 je pense que si je me repose cette question-là, ouais, carrément. Enfin, c'est plus dans une logique de qu'est-ce que je veux changer avec du fric, quoi? Enfin, tu vois? C'est là que je voulais en venir. Bah, C'est ouais. finalement la perspective de se dire que c'est pas, la quantité de pognon que tu as de côté ou que Mmh. tu rentres chaque mois qui fait que tu te trouves dans une situation, agréable à vivre. Ce qui m'excite aujourd'hui, c'est, d'être appelé, pour bosser sur un projet, de bosser sur ce projet, de me rendre compte en travaillant ce projet-là que, en fait, cette personne que je connaissais pas ou peu ou mal ou bien et qu'en fait, c'est encore mieux, de me rendre compte qu'en fait ce rôle, il me prend la tête de passer des heures à apprendre mon texte. Qu'est-ce que c'est chiant! Heu, C'est chiant. hem Personne n'a trouvé la manière de non, rendre ça non, agréable, hein. enfin, C'est je veux terrible. dire, c'est ça qui m'excite. C'est ces petites bulles-là qui m'excitent, donc heu, je vois pas en quoi l'argent si j'avais plein de thunes, je ferais de la promo de ouf pour mon spectacle, tu vois? Pour qu'on ait plus de monde qui vienne le voir et encore, heu Est-ce mais que tu voilà. voudrais pas faire un peu de synergie marketing par hasard? De synergie marketing? Bah, il semblerait que Heu, tu travaillé là-dedans, mais ouais, ce non, non, j'ai pas envie de enfin, pour le moment, j'ai pas envie de mettre des thunes là-dedans, c'est surtout, je suis au début, je suis, on a toujours on rêve toujours de plus, hein, je suis pas Bouddha, mais je pense pas que l'argent soit, la solution pour ça. Je pense que le temps, l'expérience, la chance, le talent, sont plus des ingrédients, tu vois? Si, la Française des Jeux proposait un loto, talent, ouais, peut-être, je jouerais, quoi. En fait, de base, j'ai jamais eu trop de passion, tu vois? Même, aujourd'hui, le théâtre, comme je disais tout à l'heure, c'était pas une évidence, c'était pas un truc, même aujourd'hui, mes potes, parfois, qui me disent: «Oui, mais toi, tu vis de ta passion». Ouais, enfin, je kiffe ce que je fais. Est-ce que c'est ma passion? J'ai peur qu'un jour, si je me dis: «OK, c'est ma passion», bah, du coup, je veux plus le faire. Non, mais moi, je suis historiquement un petit geek. Voilà, j'aime rester un peu aussi dans ma grotte, derrière mon PC à jouer aux jeux vidéo. Hem, Ça occupe une partie de ma vie, clairement. Enfin, du coup, quand je me fais pas, bulldozeriser, bulldozérisé. bulldozeriser, On va le rentrer aussi on va le celui-là, rentrer aussi. j'appelle le Larousse. J'aime passer un peu de temps sur, mon ordi, plutôt, vraiment en mode un peu ermite aussi, quoi. Enfin, ermite même, psychologique, quoi. Je m'enferme, je me mets Dans un peu ta dans ma bulle. bulle. Mmh. Hem, Ça t'empêche pas d'enquiller des semaines de 80 heures, la semaine d'après, quoi? oui, oui, ou même, pendant, quoi. Parfois, parfois ça vient rajouter une petite dizaine d'heures à ces 80. Hem, Voir mes amis trop peu à mon goût en ce moment. Bah, après, moi, j'arrive à un âge où là, j'ai tous mes amis qui tombent enceintes, qui accouchent, qui achètent des maisons, des machins. Donc c'est des conversations où tu étais parfois, «Oui, donc moi j'ai acheté tel appart et puis, le bébé il va pouvoir, machin». Tu là genre: bah, moi j'ai fait une répète aujourd'hui, c'était bien». Enfin, tu vois, il y a ce truc où parfois je suis un peu décoré, mais j'ai vraiment un groupe d'amis, ils sont exceptionnels, donc je me sens toujours bien avec eux. Mais du coup, oui, voir mes amis évidemment, pas autant que je voudrais et pas aussi souvent qu'avant. Voir un peu la famille en vrai, heu, je commence à avoir fait le tour.
De ta famille? Heu, non, de horrible. Je le connais bien, en fait, C'est pour ça, non, quand non, tu l'as dit. je commence à avoir fait le tour des choses que je fais, Ah oui, d'accord. de ce qui occupe mon temps, genre, après je dors, je mange, Tu fais heu, ça? ouais, parfois les 2 en même non. Sans transition aucune, Mmh mh. sans rapport, enfin si, on parle de la vie quand même, on parle de dans quoi l'improvisation peut être l'école de la vie. Quelle qualité, bon, que tu avais déjà sollicité dans ton précédent métier, mais tu dirais que faire de l'improvisation, peut-être faire du théâtre même en général, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais en quoi, quelle qualité, t'apporte le fait de faire de l'improvisation à toi? Et surtout, et c'est peut-être, le plus important, quelle qualité tu remarques que ça ouvre ou que ça offre aux gens qui commencent à en faire ou, ouais, qui commencent à découvrir ce travail-là? Hem, C'est une question complexe, hein, j'en ai conscience, tu peux prendre ton temps ouais, pour y complexe, complexe parce que c'est complexe plus parce que j'ai peur d'oublier quelque chose, tu vois? Parce que pour moi, c'est tellement riche, mais ce que ça offre à des gens qui vont s'y mettre ou qui s'y mettent, ou qui en font, c'est déjà, l'écoute, apprendre à écouter, heu, apprendre à il y a un mélange de confiance en soi, Mmh. mais qui est souvent, je parlais avec une mère d'un de mes élèves, qui m'a dit depuis qu'elle, bip! Ah comment je vais pas citer son nom, le pauvre, au cas où. Heu il change, il a confiance en lui, il parle, il machin et cetera. Donc j'étais, mon ego à un moment, content, j'étais flatté, j'étais surtout content pour lui. Mmh. Je pense que c'est pas que l'impro aussi, hein, il arrive à un moment charnière de sa vie où il a envie aussi lui de sortir, mais en tous les cas, il y a un truc ouais, de confiance. Mais c'est pas de la confiance, il faut faire attention que ça soit pas la confiance, le melon quoi, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, avec l'impro, il y a ça t'apprend aussi à, et c'est ce que je disais tout à l'heure de synergie, c'est que en fait, t'es pas seul sur le plateau et que c'est ensemble que tu vas créer, et ça, tu le vois en impro, vraiment les écueils du début, c'est, tu d'avoir le début, le milieu, la fin de l'histoire, de comprendre, de faire en sorte que les gens ont compris et que du Mmh. coup, tu vas raconter l'histoire que tu as eue dans ta tête. Le moment où tu commences à kiffer en impro, et je pense aussi où ça commence à être bon et pour les comédiens et pour le public, c'est le moment où tu penses à un truc, tu avances cette pierre et tu vois ce que ça bouge dans l'écosystème qui est déjà en Mmh. place sur le plateau. Et d'avoir une autre personne qui va pousser une autre pierre et d'être à la fois aussi content d'être suiveur que leader en impro, tu vois, et Mmh. que ça se fasse, que ça soit des basculements sur des microsecondes, sur des micro-prises de décision. Et donc, du coup, ça t'apprend à la fois avoir confiance en toi et à la fois avoir une espèce de, euh, de confiance dans le groupe aussi, de confiance en l'autre, Mmh. et de savoir que c'est ensemble que tu vas Ouais, créer, tu vois, tu appartiens à l'ensemble, une sorte d'humilité un peu. C'est à la fois confiance en toi et à la fois une humilité. Heu, ce qui est pas contradictoire. Ce qui est pas contradictoire, mais que je pense si tu pousses un peu à l'extrême la confiance en toi, tu perds l'humilité. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de mettre bien les 2, bien pousser ces 2 éléments ensemble en parallèle. Mmh. Du coup l'écoute, puis après du fun quoi. Tu te marres quoi. C'est ce que je disais, même moi en tant que comédien, quand je vais jouer méchant le soir, je suis excité de me dire: «Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire?» C'est vraiment tu sais, c'est comme si tu regardais un film et que tu pouvais à tout moment, dire: «Oh, est-ce qu'il pourrait dire ça le personnage? Est-ce Et ouais, que machin?» ou switcher l'intrigue. ouais, c'est ça, switch, ou même sans de gros changements, mais juste, tu vois, tu regardes un film ou même une pièce et de se dire: «OK, il réagit comme ça». Putain, moi je crois que j'aurais réagi comme ça. Bah, au lieu de te dire, du coup, de rêvasser, en plein milieu de la pièce, qui est d'ailleurs du coup un peu chiant parce que tu loupes plein de trucs, mais de rêvasser en plein milieu du film ou de la pièce, te dire: «Ouais, s'il avait réagi comme ça», bah, en fait, tu es là et tu le fais, quoi, et tu te poses au final pas cette question, juste tu réagis, et du coup, tu es à la fois au spectacle et à la fois tu fais le spectacle avec l'impro. Et je pense que appelons ça, enfin, je vais résumer ça par, le terme de théâtre participatif ou en tout cas un théâtre ou un spectacle vivant dans lequel le public est invité à participer, je pense, a beaucoup à nous apporter, et nous comédiens et à apporter aussi au domaine et au public. Je pense que ça serait très intéressant de multiplier en fait. On l'a vu, hein, il y a eu quelques pièces, j'ai pas de nom en mémoire, mais où, ils en avaient 8 versions par exemple et le public pouvait décider à tout moment de comment dire? De quel embranchement allait être choisi pour aller Mmh. jusqu'au dénouement, Ouais. avec des fins différentes. Très intéressant, savoureux certainement à voir, excitant en tant que comédien de se dire: «Tiens, qu'est-ce que ce sera ce soir?»
Il y a beaucoup de qualités, je pense, à aller chercher dans ce domaine-là. Ouais. Bien sûr, ça nécessite, la préparation et le travail en amont, certainement plus important. Mais tu m'as dit un truc au tout début du podcast, tu m'as dit: «On parlera peut-être plus tard du fait de suivre son instinct». Je pense que c'était ce que tu as dit et tu dirais qu'aujourd'hui, plus facilement, tu fais abstraction de peurs ou de choses qui te retiennent éventuellement pour aller dans une direction qui spontanément te donne envie ou en tout cas te dit que c'est par là qu'il faut aller? Ouais, je crois. Je crois, je pense que je suis, comme tout le monde, soumis à beaucoup de stress, beaucoup de peurs, certaines que j'exprime, certaines que j'enferme aussi. Mais en tous les cas, j'aime l'idée que, la vie, c'est, tu avances et à un moment, tu as différentes options, tu as différents chemins et en fait, se poser la question uniquement à ce moment du carrefour, de se dire: «OK, quel chemin je prends?» Je sais plus à qui j'en parlais, mais je faisais ce parallèle. Je disais, si tu vois, tu visualises un point très loin dans ta vie, un objectif très loin dans ta vie, à chaque virage, tu vas te poser la question, quel est le meilleur virage que je peux prendre, etc., pour ce truc-là. Donc toute ta vie, tu vis dans un espèce de contrôle, de souffrance ou pas, mais en tous les cas de contrôle, de volonté de contrôler, de doute, etc., permanent, pour arriver une fois à l'objectif final, peut-être, donc déjà c'est même pas sûr, et que si tu y arrives, comment ça se trouve, c'est même pas ça que tu voulais à la base. C'est le truc que tu t'étais fixé il y a 15 ans en te disant ouais, Ouais, ça c'est mon objectif que je veux, tu passes 15 ans à y arriver, tu y arrives et tu dis putain en fait c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je veux. Alors que je me dis si à chaque virage de ta vie, tu prends le chemin qui t'inspire le plus, qui te fait le plus plaisir, qui t'anime le plus, peu importe tes valeurs à ce moment-là, bah, je me dis, sur ton lit de mort, enfin, ou à la fin, tu pourras pas regretter ce que tu as fait. Tu as toujours suivi ce que tu kiffais faire. Et du coup, bien que ça change, en fait. ouais, voilà. Mais du coup, ça te fait un chemin pas spécialement tracé. Et moi, ça me rassure tellement cette vision-là. Donc oui, je crois que j'essaie de faire ça. J'essaie de suivre au quotidien mes envies. Alors bon, après, il y a toujours des contraintes matérielles, physiques, sociétales qui font que on m'a un loyer, quoi. Mais, euh, mais ouais, j'essaye de suivre ce qui m'anime, en tous les cas. On a rencontré une, chorégraphe une fois dans une expérience passée, très, très, très intéressante, qui avait un doctorat en, je ne sais plus, Augusta, tu te souviens du nom? Doctorat en esthétique et à un moment donné, on finit par discuter avec elle de sa manière de danser et on voit qu'elle fait travailler ses élèves sur beaucoup de spontanéité, Mmh. mais même dans la gestuelle. C'est-à-dire que, OK, c'est chorégraphié, mais on chorégraphie tout à partir de mouvements qui sont spontanés, pas nécessairement réfléchis et plutôt improvisés. Et on lui dit: «Mais quel état d'esprit vous abordez?» Je ne sais plus quelle question on lui a posée, mais c'était proche de ça. «Quel état d'esprit vous abordez quand vous décidez de partir dans une direction chorégraphiée pour savoir que, c'est la bonne enfin, pas forcément la bonne manière de faire, mais que c'est par là que vous voulez aller?» Elle nous a dit: «C'est très simple, c'est prendre une paire de dés, les jeter sur la table, regarder, dire: "Ça fait 7 Et ben 7, absolument 7. Et depuis le début, c'était 7. Et en fait, on a beaucoup aimé cette image-là qui est que, voilà, on est sans arrêt, amenés à faire des choix effectivement et que lorsqu'il y en a un qui s'impose à nous de manière, presque, organique, parce qu'on a envie d'aller par là, parce que ça nous semble être la bonne solution et ben absolument. Ouais. C'est par là et ça a toujours entre guillemets été par là. Aujourd'hui, je n'ai qu'à, Ouais. emprunter ce chemin-là. Et c'est très vrai. Et je me dis même, si t'as pas de dés ce jour-là, quel chiffre tu penses? Vas-y, bah, tu suis ça. Et je pense que c'est plus tard, tu diras: «Mais en fait, si j'ai pensé ce chiffre-là, c'est probablement parce que ci et parce que ça». Mais oui, je suis complètement aligné avec ça. Suivre suivre un truc, quoi. Enfin, plutôt que de se poser la question de tout ce que je peux faire et que là, ça va le faire, là, ça va pas le faire, là, ce machin. Je dis pas, demain, je sors dans la rue, je ferme les yeux et je me dis: «OK, de Ouais, toute c'est façon, je bon. marche», voilà. Mais en tous les cas, suivre, dès qu'on a un choix à faire, suivre celui qui nous anime le plus. Et je me dis: «C'est quand même, enfin, je sais pas, mais ça m'a l'air d'être quand même, une bonne recette pour le bonheur». Enfin, tu vois? Je me dis: «Si toute ta vie tu fais ça, en théorie, bon, bah, oui, tu vas probablement passer à côté de certains objectifs que tu aurais pu avoir en suivant ça, et cetera». Mais encore une fois, est-ce que, cet objectif-là, tu es sûr dans le temps d'y arriver que c'était le bon ou que c'est vraiment qui t'animera?
Je le vois d'ailleurs beaucoup dans le jeu vidéo parfois. Tu passes des heures à jouer à un truc, un machin, pour que tu arrives à tel niveau, que tel truc. Une fois que tu y es, bon, bah, tu as l'impression d'avoir fini le jeu, quoi. Ah ouais. Mmh. Tu vois? Maxime, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un domaine qu'on n'a pas abordé, une leçon de pas une leçon de vie, je veux dire une qualité de l'impro qu'on n'a pas abordée, hem, quelque chose en rapport avec le fait de passer d'une étape à une autre, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué? Avoir le goût d'essayer, ça serait ça. Et ça marche pour l'impro, ça marche pour le théâtre, ça marche pour tout, mais c'est essayer, quoi. Essayez, essayez. Dès que vous pouvez, dès que vous y pensez, essayez. Enfin, on est trop dans une société matraquée avec l'échec. Enfin, Ouais. genre, tu as envie de faire de l'impro, t'es curieux, essaye. Puis, bon, bah, ça te plaît pas, t'arrêtes. Enfin, tu vois, t'as envie d'essayer de la poterie, bah, vas-y, fais de la poterie. T'as envie d'essayer de vivre dans le sud, bah, tu vis dans le sud. Et puis, bon, bah, ça te plaît pas, tu te trouveras ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a tellement euh, on, quand on fait pas les choses, on pense à 10 000 problèmes et 10 000 freins, 10 000 choses qui sont impossibles et qui vont nous embêter, qui vont être problématiques. Au final, c'est souvent quand on est face à ces problèmes-là qu'on trouve leur solution. Donc, allons-y, quoi. Ne nous posons pas des problèmes qui sont pas encore là, auxquels de toute façon on n'a pas les solutions. Avançons, cognons-nous contre le mur pour nous dire, ah, putain, en fait, il y a une porte là. Bon, bah, je vais prendre cette porte. Ouais, un Tu peu vois, à l'aveugle, «Ah, ouais, la enfin, poignée était là», essayer, quoi. je pense que c'est un truc, mais je le dis presque pour moi aussi, quoi. Tu vois, c'est Mmh. vraiment un truc, essayons, quoi. Est-ce qu'on n'est pas tellement dans la course à l'efficacité, à la performance, à aller contre l'échec qu'on se prive un peu plus aujourd'hui d'essayer parce que une fois qu'on a trouvé la chose qui marche, Mm. il faut absolument rester absolument qui dit enfin je veux dire, Oui, c'est ça. c'est Mm. pas une doxa, c'est pas un truc qu'on doit penser, mais je veux dire, on pense parfois ça à tort. C'est exactement j'allais dire le schéma que je t'ai montré tout à l'heure, mais en fait, c'est une table et je l'ai fait avec mes doigts. Mais ce truc tu vois, d'objectif final, on pense résultat. Et je le vois, hein, même, il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, t'es résultat driven, un truc comme ça. T'es Ouais. animé Mmh. par un résultat. Mmh. Et on est dans une société où on est animé par un résultat. Et on en oublie tout le chemin avant. Soyons animés par le chemin, quoi. Par ce truc-là. Soyons animés par le chemin plutôt que. Essayons le moins possible, on va dire. Voilà, essayons le moins possible de prendre des décisions euh, pour viser tel ou tel résultat. Prenons des décisions parce qu'elles nous animent plus faisons ce choix parce qu'il nous anime plus qu'un autre choix. Et on verra le résultat plus tard. Enfin, on verra l'impact que ça a. Encore une fois, dans la mesure du possible, dans Bien sûr. le temps, l'argent, l'énergie disponible à ce moment-là, etc. Mais euh, je pense que voilà. Merci Maxime. Merci à toi.